Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le jeudi 2 avril. Dans l'actualité aujourd'hui, c'est désormais officiel. Yves Auvinet est le président du nouveau conseil départemental. Le maire de La Ferrière a été élu ce jeudi matin à la quasi-unanimité. À quelle date est prévue la prochaine rentrée scolaire? Quand seront programmées les vacances? L'éducation nationale vient de dévoiler le calendrier jusqu'en 2018. Le point pour nos jeunes Vendéens dans ce journal. Une maternité porcine de 900 truies verra-t-elle le jour à Poiroux? Les travaux ont débuté, mais les opposants haussent le ton. Avant le grand rassemblement prévu samedi, la rédaction de TV Vendée se penche sur le sujet qui fait polémique depuis 6 ans maintenant. Enfin, l'équipe du Brésil participe au Mondial Football Montaigu dans le monde du ballon rond. Sa présence reste toujours symbolique, même si pour le moment, l'équipe des moins de 16 ans est en reconstruction. Yves Auvinet est donc le nouveau président du conseil départemental. Le maire de La Ferrière prend donc la tête du département. L'élection s'est déroulée ce jeudi matin au cœur de l'hémicycle à La Roche-sur-Yon, en présence bien sûr des nouveaux conseillers. Carl Laboureux était sur place. Nous déclarons M. Yves Auvinet, président du conseil départemental de la Vendée. C'est désormais officiel, Yves Auvinet est le président du département. Élection sans surprise de celui qui était pressenti depuis plusieurs semaines maintenant pour prendre la succession de Bruno Retailleau. Et élection à l'unanimité des 32 conseillers départementaux de droite. Une cohésion de la nouvelle majorité chère à son nouveau président. Je ne conçois pas aujourd'hui le règlement de beaucoup de dossiers sans avoir un minimum d'écoute, de concertation, mais une concertation constructive, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que on n'est pas tout seul. Il y a plein de gens qui ont un avis, il faut écouter, il faut beaucoup écouter. Et il y a des moments, il faut trancher, on tranche, mais je crois qu'on ne dirige pas une structure, qu'elle soit commune, intercommunale ou un département, en tapant sur la table et en faisant c'est moi qui... Non, moi je suis pour une certaine collégialité dans la décision et ça je ne me changerai pas là-dessus. Yves Auvinet, un homme consensuel, le terme revient souvent pour le qualifier, du côté des conseillers départementaux réélus comme du côté des nouveaux élus. C'est un homme que je connais bien à l'association des maires de Vendée. Je sais le travail accompli et je sais qu'il fera du très bon travail sur la Vendée. C'est un homme de conviction, c'est un homme de consensus, c'est un homme qui a toujours servi les autres et son passé en témoigne. Et puis du côté de l'opposition, la nouvelle gouvernance doit être l'occasion d'une ouverture. C'est en tout cas le souhait de la conseillère départementale socialiste Sylviane Bulteau. Plus de dialogue, être mieux associés, avoir plus de droits pour l'opposition et puis surtout avoir aussi un regard sur tout le territoire de la Vendée, passer de la logique de guichet à la logique de projet. Je crois qu'il y a beaucoup de défis dans notre département, donc il y a des vrais choix politiques à faire. Aujourd'hui, pas encore de choix, mais des pistes évoquées par le nouveau président, notamment dans le domaine social et dans l'organisation territoriale de la Vendée. 2 axes de travail, entre autres, qui vont donc guider les réflexions du conseil départemental durant les 6 prochaines années. Et puis une élection en chasse une autre. Après les départementales, les régionales se dérouleront en décembre prochain. Et on sait déjà que l'UMP Bruno Retailleau est candidat, tout comme le socialiste Christophe Clergeot. Il y aura également une liste Front National. Et il faudra également compter avec la présence d'une liste Debout la France, un mouvement présidé par le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan. Il est d'ailleurs en Vendée en cette fin de semaine. Vendredi matin, le candidat sera d'ailleurs au Sables-d'Olonne pour une visite notamment de la Criée. On écoute donc Nicolas Dupont-Aignan. Il revient sur les raisons de sa présence à l'élection régionale. Nous voulons faire de cette échéance un élément du choix. Aujourd'hui, il y a un trio infernal, Hollande, Sarkozy, Le Pen, et on s'aperçoit que les 3/4 des Français dans les sondages ne veulent d'aucun d'eux, et que simplement ils se maintiennent par rejet de l'autre. Est-ce qu'un jour dans notre pays, on ne pourrait pas avoir un choix d'adhésion pour un projet, pour des valeurs, pour l'intégrité des personnels politiques? Donc moi, ce que je veux, c'est simplement qu'au régional, puis ensuite, en 2017, on offre le choix. Et donc, je viens présenter notre mouvement. Cette information à présent qui pourrait intéresser tous les écoliers, le calendrier scolaire 2015-2018 a été dévoilé par le ministère de l'Éducation. Alors qu'en est-il des dates pour les prochaines vacances et pour la rentrée de septembre? Le point avec Alix Lanos. Le précédent projet la prévoyait pour le 31 août, mais la prochaine rentrée aura bien lieu le 1er septembre pour tous les élèves.
Un nouveau zonage prend en compte le redécoupage des régions. L'Académie de Nantes, dont dépend la Vendée, passe donc de la zone A à la zone B. En 2016, nous serons pour la 2e année consécutive les premiers à partir en vacances. Le calendrier des vacances, justement, un véritable casse-tête pour le ministère. Il a consulté 55 organisations représentatives des familles, des enseignants, mais également des professionnels du tourisme. Les vacances de Pâques ont ainsi été avancées pour améliorer l'activité économique dans les zones de montagne. Pour notre zone, la B, la période de travail entre les vacances de Pâques et d'été sera donc de 11 semaines. Le fameux 7-2, le rythme de 7 semaines de travail et 2 semaines de vacances, va être complètement bouleversé par ce nouveau calendrier. Et nous risquons d'avoir un 3e trimestre, même s'il est déjà souvent en pointillé à cause des ponts du mois de mai, eh bien ce 3e trimestre va avoir un nombre de semaines très important. C'est fatigant pour les élèves. Autre nouveauté, le pont de l'Ascension, qui jusqu'ici était laissé au bon vouloir des rectorats. Il est désormais accordé à tous. La fin de l'année aura lieu au plus tard à la fin de la première semaine complète de juillet. Pour 2016, ce sera le mardi 5 juillet. Ce sujet à présent délicat et à nouveau au cœur des débats. Une maternité porcine de 900 truies doit s'implanter à Poiroux, mais le projet ne fait pas l'unanimité, loin de là. Après 6 ans de discussion, les opposants passent d'ailleurs à la vitesse supérieure. Samedi, ils manifesteront au Sables-d'Olonne pour contester cette usine à cochons, comme ils l'ont surnommée. Alors pour en savoir plus, TV Vendée a souhaité donner la parole aux éleveurs à l'origine du projet, mais également aux opposants ainsi qu'aux habitants et à ceux qui s'interrogent. C'est une enquête proposée par Delphine Ledu. Devant nous, là, vous avez le début de la source du ruisseau de la Berthemelière qui longe ici. Là, si on est pendulisier sur ces terres, et c'est déjà un petit peu le cas et ça va l'être encore plus après, eh bien, comme vous pouvez le voir, tout l'excédent d'azote va s'en aller dans la rivière sous forme de nitrate et va arriver dans le parc ostréicole et sur la plage du Veillon et produire des algues vertes. Cet habitant de Poiroux veut tirer la sonnette d'alarme. Ce qui l'inquiète, l'installation d'une maternité collective de près de 900 truies à proximité des cours d'eau. Avec d'autres riverains, elle fait partie du collectif Non à l'usine à cochons de Poiroux, qui regroupe également des associations environnementales. Le projet ne date pas d'hier et a déjà été pointé du doigt par les opposants en 2009. On s'est opposé, on a été très nombreux à l'époque, le collectif regroupait plusieurs milliers de personnes en 2009-2010. En 2010, le préfet de l'époque, M. Jean-Jacques Brault, avait donné un avis de refus d'exploitation et malheureusement on a vu ressurgir ce dossier en 2013-2014. Et depuis quelques mois, le projet est remis sur les rails et a reçu toutes les autorisations pour voir le jour. À la tête de cette exploitation industrielle, 4 éleveurs porcins qui ont choisi de mettre en commun le naissage des porcelets. C'est la mise en commun de moyens techniques pour faire le mieux possible d'un point de vue épandage, d'un point de vue confort des animaux, conditions de travail pour les salariés, respecter tout ce qui est norme, qui est aujourd'hui très contraignant. Dans ce regroupement, chaque éleveur possédera en moyenne 200 truies qui mettront bas à près de 500 porcelets par semaine. Les porcelets seront ensuite répartis dans les différents élevages des associés pour être engraissés. Un choix de fonctionnement pour notamment répondre aux échéances de mise aux normes en matière de bien-être animal. Sur les 4 associés aujourd'hui, puisqu'il en manque un 5e pour l'instant, ils devaient de toute façon chacun chez eux faire la mise aux normes. Donc il y a un investissement qui est improductif. Donc du coup, certes, le projet neuf coûte plus cher, mais ils vont avoir un beau bâtiment qui va être fonctionnel. Du côté des opposants, des riverains s'interrogent sur les nuisances olfactives de l'élevage. Certains professionnels, comme les ostréiculteurs, s'inquiètent également de la qualité de l'eau. Nous, c'est à double tranchant aussi. On a besoin de vivre. On est quand même une dizaine d'ostréiculteurs. Ça fait 50 emplois. Comment on va faire si là encore il y a ça de plus et que ça arrive à être encore plus de contrôle, à avoir plus de contrôle, toujours plus de contrôle.
La société civile d'exploitation agricole Le Village du Bois affirme, elle, respecter les règles conformes au bon fonctionnement d'un élevage et refuse l'idée d'associer élevage industriel et malbouffe. C'est amener au consommateur le meilleur produit à un prix acceptable. Et je suis fier de dire que nous faisons du très bon cochon, parce que nous avons le retour des consommateurs. Nous, notre objectif, c'est ça, c'est faire au mieux, c'est faire notre métier comme modestement, on est des éleveurs, quoi. On essaie de bien travailler et on s'inscrit dans la durée. Les travaux de construction vont se poursuivre jusque mars 2016, période à laquelle l'ouverture de cette maternité porcine est prévue. Ces chiffres à présent, un Français sur 3 serait allergique et ce chiffre évolue au fil des décennies. Depuis plusieurs semaines, toutes ces personnes doivent donc se réjouir du mauvais temps car on le sait, les allergies reviennent avec le printemps. Alors avant le retour du soleil, existe-t-il des solutions pour lutter contre le rhume des foins? Le point avec Annelise Vinet. Julien. 15h. Rendez-vous avec le docteur Gaudin pour Julien, 16 ans. Depuis tout petit, le jeune homme est allergique aux acariens et au pollen. Et lorsque le printemps arrive, les symptômes s'en font ressentir. J'ai le nez qui coule, beaucoup. J'ai des éternuements fréquents. Depuis 1 an, Julien suit un traitement de désensibilisation. Aujourd'hui, le docteur Gaudin va tester sa réactivité aux acariens et au pollen pour voir l'évolution du traitement. 10 minutes plus tard, le verdict tombe. Les 2 premiers correspondent au pollen de graminées, donc ce qui correspond au rhume des foins avec une rhinoconjonctivite au moment du printemps. Les traitements médicamenteux ne sont pas les seuls à remédier aux allergies. Éviter de faire sécher le linge dehors, se laver les cheveux en fin de journée et bien les sécher sont des gestes préventifs importants. Il faut surtout aérer, mais pas n'importe quand. Il vaut mieux aérer tôt le matin et plus du tout le reste de la journée parce que le pollen monte au fur et à mesure de la matinée, de l'après-midi, même quelquefois dans la soirée. Et à ce moment-là, le patient se retrouverait dans sa chambre à coucher avec beaucoup de pollen, et ce qui le dérangerait aussi même la nuit. Comme Julien, plus de 25% des Français sont atteints du rhume des foins, toutes tranches d'âge confondues. En Vendée, la pollinisation des graminées est attendue mi-avril. Les jeunes d'aujourd'hui seront les conducteurs de demain. Il n'est donc jamais trop tôt pour les sensibiliser. Au collège, les élèves doivent d'ailleurs passer l'ASR, l'attestation scolaire de sécurité routière. Alors il y a plusieurs niveaux. Le premier se passe en 5e. Les collégiens se testent alors au volant. Ils sont évidemment trop jeunes pour conduire sur la route, mais l'exercice leur permet surtout de prendre conscience des dangers. Aurélie Horner a suivi l'un des cours pratiques au collège Saint-Jacques à la Motte-à-Char. Donc la pédale de droite te sert à accélérer et celle qui est à côté, nous sert à freiner. À 12 ans, Manon est au volant d'une voiture pour la première fois de sa vie. J'ai dû faire un parcours en slalomant entre les plots et quand j'en faisais tomber, j'allais les ramasser. Un exercice qui la prépare, elle et les autres élèves de sa classe, à l'attestation scolaire de sécurité routière niveau 1 qu'ils vont tous devoir passer la semaine prochaine. Mais pas seulement. Ça reste dans la continuité donc de formation des élèves et d'ouverture par rapport à l'ensemble des engins qu'ils pourront avoir et de la prise en compte des autres, des autres usagers sur une même voie et le respect mutuel face à une utilisation d'une voie commune. Conduire une voiturette ou un buggy, s'essayer au gyropode ou encore au simulateur de poids lourd étaient les 4 ateliers proposés ce matin. Entre le moment où le panneau stop est apparu et le moment où tu as commencé à poser ton pied sur la pédale de frein, il s'est écoulé 1 seconde 48. Et on a voulu les sensibiliser principalement sur ce que peut être la vitesse sur toutes sortes de véhicules, pour qu'ils comprennent bien que la vitesse peut être un atout, mais peut aussi nous désavantager dans certaines situations. Le problème de la vitesse, c'est qu'il faut la maîtriser, la vitesse. Et si tu ne fais pas attention, si tu ne maîtrises pas la vitesse, c'est là qu'il arrive les accidents. Des exercices pratiques et ludiques pour une leçon que les jeunes semblent avoir bien retenue. J'ai appris beaucoup de choses, qu'il fallait contrôler sa vitesse. Il ne faut pas aller trop vite parce que sinon après on peut rater des virages. Si on accélère trop après pour freiner, ça prendra plus de temps. L'éducation à la sécurité routière dès le plus jeune âge, avec les passages des ASSR niveau 1 et 2, font aujourd'hui partie de l'enseignement obligatoire. Une manière de sensibiliser les conducteurs de demain aux dangers de la route.
On retourne à présent sur la pelouse du Mondial Football Montaigu. Jusqu'à lundi, 8 équipes internationales se rencontrent sur les terrains vendéens. Et cette année est marquée par la présence du Brésil. Alors même si ici, il ne s'agit que de joueurs de moins de 16 ans, ils deviendront peut-être de grands noms dans le monde du ballon rond. Aurélien Huard est allé à leur rencontre. Reportage. C'est forcément l'une des attractions de ce 43e mondial football de Montaigu. Quelle que soit la catégorie, le Brésil fait toujours partie des grands noms du monde du football. La dernière fois que la petite Seleção a participé au tournoi vendéen, c'était en 1998 avec une sélection de jeunes issus des favelas. Elle avait terminé à la dernière place. Cette année, c'est une équipe en pleine reconstruction qui a traversé l'Atlantique. Il y a eu des changements il y a peu de temps dans les sélections de jeunes au Brésil. Les encadrants, les entraîneurs ont changé. Je pense que c'est important d'être ici. C'est un grand tournoi avec de grandes nations du football mondial. J'espère et je souhaite que l'on puisse revenir ici ces prochaines années. L'entrée en matière n'a pas été facile pour les Brésiliens. Mardi soir à La Roche-sur-Yon, ils n'ont pu faire mieux qu'un match nul, un but partout face à une belle équipe de Belgique. À la fin de la première mi-temps et en deuxième mi-temps, nous avons été moins bien. Les joueurs sont jeunes, c'est la première fois qu'ils participent à un tournoi international comme celui-là. La Belgique a été meilleure que nous en seconde période, mais la fatigue du voyage a pesé ce soir. Je pense que ça ira mieux dans la suite de la compétition. Après le Maroc ce jeudi, le Brésil affrontera la France samedi à Montaigu. Dernier match lundi, soit pour la victoire finale comme en 1984, soit pour une place d'honneur. Comme souvent dans ce journal, la rédaction de TV Vendée vous propose de refermer cette édition avec une rencontre inattendue. L'homme qui nous ouvre les portes de son atelier ce soir travaille le cuir. Il s'agit d'un véritable passionné, même si Yélène Danet n'est pas forcément le profil de l'artisan que l'on pourrait s'imaginer. Qu'importe, l'essentiel pour lui est d'avoir su faire de son univers son métier. Portrait signé Cyril Guillet. C'est ici, derrière cette façade qui date du XVe siècle, au 94 rue des Loges, que Yélène Danet a ouvert son atelier. Ici, la matière première, c'est le cuir et il y réalise des pièces sur mesure pour une clientèle très ciblée. Autant pour les médiévistes, les fans de steampunk, les joueurs de jeux de rôle, mais aussi pour les boutiques de luxe, donc par exemple des sacs à main avec de la pierre incrustée. Et aussi, je fais des produits pour les motards, donc tout ce qui est sacoche, portefeuille, ce qu'on appelle les portefeuilles de biker. Il a été approché par le groupe Chaka Ponk pour qu'il le réalise un chapeau haute forme en cuir, une de ses spécialités. Et comme pour ses autres créations, tout est dans le détail. La teinture noire, couleur naturelle du cuir. Dessus, j'ai incrusté en fait 2 cornes de capricorne. Donc c'est des vraies cornes, par contre, hein, je n'utilise pas de faux. Et surtout, le cuir, c'est un cuir qui provient de chez Hermès, donc un cuir qui est ce qu'on appelle du choix 1, donc un cuir sans rayures, impeccable, sans défaut, que je double en fait avec du veau. Après des études artistiques entreprises au Québec, il s'est naturellement tourné vers l'artisanat du cuir. Ses premières pièces, il les vend sur Internet et aujourd'hui, il a pignon sur rue avec son atelier. Comme je jouais beaucoup aux jeux de rôle en faisant du grandeur nature, donc des jeux de rôle où on est costumé dans la nature pendant 3-4 jours à interpréter des personnages, j'achetais des armures qui valaient une fortune. Et j'étais, mais ça aurait été cool avec plus des pièces comme ci, comme ça. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, il y a tel artisan, il peut peut-être t'apprendre. Puis j'ai fait 8 heures de route pour aller rencontrer l'artisan en question. Et j'y suis allé au culot. Après une courte formation avec cet artisan, il complète son apprentissage dans les livres. Au fil des années, il peaufine sa technique, notamment le repoussage, qui lui permet la réalisation de motifs très détaillés. La fleur du cuir, le dessus, est enfoncée dans le cuir pour donner un peu de relief. Et après, je passe en fait un autre outil en dessous pour que ça bombe le cuir. Et pour ce qui est des finitions, il applique une teinture manuelle qu'il élabore lui-même. À longueur d'année, il sillonne la France pour présenter ses créations entre conventions geeks et festivals médiévaux. Ses articles sont aussi disponibles en vente sur son site internet.
Et puis notez que les réalisations de cet artisan artiste seront exposées cet été lors du festival médiéval de Comquier. Un point sur le temps prévu pour demain et ce vendredi semble progressivement nous annoncer enfin le printemps. En tout cas, la journée devrait être l'une des dernières sous le gris. Demain donc, de belles éclaircies accompagneront la matinée. Mais au fil des heures, nuages et averses retrouveront malheureusement le ciel vendéen. Côté température, le thermomètre affichera jusqu'à 13 degrés, mais le vent pourrait encore rafraîchir l'atmosphère. Le point complet sur la météo, c'est dans quelques minutes. Quant à nous, on se retrouve demain, mais non pas en studio, mais sur la pelouse du Mondial Football Montaigu. Le journal sera en effet en partie consacré à cet événement international autour du ballon rond. À demain donc et en crampons.